Rentable, fiable, innovant. Ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin. Dans vos poches. On compare les prix de tout, l'essence, les forfaits cellulaires, les billets d'avion. On passe plein de temps à comparer et pourtant, il y a plusieurs d'entre nous qui renouvelons automatiquement nos assurances. Pierre-Olivier Zappa, on va en parler en début d'émission. À cette émission, on va aussi parler avec Ghislain Larochelle qui va nous parler des vieilles maisons. Il y a comme une période là où apparemment c'est une bonne affaire d'acheter ça. Je vous révèle tout de suite le poteau rose, les maisons construites dans les années 60, apparemment, c'est comme les meilleures... Bon, 66. Est un heureux mais campeur. Je suis pas sûr que j'achèterais une maison construite pendant la pandémie. À suivre. Et puis sinon, avec Emmanuel Grill, on parle d'un sujet que j'ai eu la chance moi-même de commenter au cours des dernières semaines. Oui, faire son testament, mais bien choisir son liquidateur testamentaire. C'est un choix très important lorsqu'on passe devant le notaire. Qui sera la personne qui va prendre en charge vos biens, vos actifs, vos volontés une fois votre mort survenue? Et on termine l'émission avec Geneviève Mottard qui va nous parler de maltraitance financière envers les personnes vulnérables. Évidemment, les aînés viennent tout en tête, mais on va parler plus largement de ce fléau. Pierre-Olivier Zappa, les assurances. C'est tout un univers, les assurances. Je suis à la fois... je suis mitigé, on va dire. J'ai des amis qui travaillent en assurance, mais il faut dire que c'est un secteur très opaque. Un secteur opaque où l'inflation a fait des ravages. Je regardais les chiffres. Le coût de l'assurance sur 5 ans, c'est une augmentation de 30 %. C'est 2 fois la moyenne de l'inflation qui est autour de 16 %. C'est 31 % pour l'assurance au Canada depuis 2019 jusqu'à 2025. Quand on regarde simplement au premier trimestre de 2026, c'est déjà 4 % d'augmentation sur un an. C'est fou. Que ce soit dans l'auto ou dans l'habitation. Au Québec, heureusement, on se porte un peu mieux qu'ailleurs au Canada. Là. Il y a des augmentations de l'ordre de 16 % au premier trimestre en Alberta. Plus 1 % avec les taxes là, en janvier prochain. Oui, la taxe sur l'assurance va augmenter. Au Québec, ça a défrayé la manchette récemment. Et c'est un rappel, Francis, de l'importance d'être à ses affaires et d'annuellement négocier ses assurances. Il n'y a aucune excuse pour ne pas essayer d'aller chercher quelques centaines de dollars en prenant 1 heure ou 2 pour négocier, pour cogner à la porte de différents assureurs. Je l'ai fait récemment et j'ai été secoué par les différences de prix. L'inflation a tellement fait mal. Il y a les changements climatiques, la cartographie des zones inondables qui ont changé au Québec, le phénomène des vols de voitures. Des biens assurés aussi. La valeur foncière. Quand ta maison valait 300 000 puis qu'elle en vaut, je sais pas, 500, là, la reconstruire, si elle passe au feu, s'il y a un tremblement de terre, ça va être d'autant plus cher. Donc, l'assurance... Je pense que les assureurs mettent beaucoup de... mettre l'accent sur les facteurs externes. Effectivement. C'est une façon de le dire. Qui les assure, mais les voitures de même, on dit souvent, le véhicule moyen vendu au Canada est aujourd'hui à 64 000 $, une affaire comme ça. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était presque la moitié moins. Là, donc, forcément, l'auto que tu achètes qui vaut 60 000, elle est plus chère à remplacer en cas de perte totale que celle qui en valait 30. Là. Absolument. Et donc, le constat, c'est qu'il faut magasiner parce que tu as un paquet de facteurs qui expliquent les prix élevés. Tu me parles du coût de reconstruction. Il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui n'ont pas réévalué leur coût de construction depuis 10 ans et qui ont simplement renouvelé la même police d'assurance. Je ne vais pas vous faire peur, là, mais il est impératif que vous contactiez votre assureur parce que le bungalow qui coûtait 150 000 à reconstruire en coûte peut-être 350 aujourd'hui. Et malheureusement, si vous passez au feu demain matin, votre assureur va vous donner 150 000. Et vous allez vous construire un salon. Ben exactement. Ou 2 salles de bain, puis un demi-sous-sol. Alors, il est très important, annuellement, ou peut-être une fois ou 2 ans, de renouveler ses assurances et de les renégocier, de cogner et de faire jouer la concurrence. Parce que s'il y a une industrie où la loyauté ne paye pas, c'est celle de l'assurance. C'est bizarre, ça.
Je comprends pas pourquoi les assureurs, tu sais, qui font du marketing, qui font des billets de blog, qui subventionnent le hockey du Canadien, tu sais, qui dépensent beaucoup de sous pour nous convaincre que, tu sais, aller vers ça. Une fois qu'ils tombent, coudon, ils ont payé le marketing, ils ont payé le coût, tu sais, passer 1 heure au téléphone, il y a quand même quelqu'un à l'autre bout qui est rémunéré pour te poser des questions. Je veux dire, tout ça coûte immensément cher. Une fois qu'ils tombent, il me semble qu'ils devraient essayer de te garder à tout prix, quasiment. Le modèle, une partie du modèle d'affaires de l'assureur repose justement sur le fait que tu vas pas renégocier. Que tu vas mordre à l'hameçon parce que le prix est alléchant. J'adore ça. Et que d'année en année, on va te refiler des hausses et que tu ne les regarderas pas. Tu vas recevoir l'enveloppe. Moi, je connais des gens informés qui reçoivent l'enveloppe ou le courriel et qui ne l'ouvrent pas. Et si je leur demande combien ça te coûte en assurance par mois ou par année, habitation, auto, n'ont aucune idée des paiements qu'ils réalisent. Et le jour où ils se réveillent et qu'ils font jouer la concurrence, ils se disent « Oh mon Dieu, ça fait 5 ans que je paye 400, 500 $ par année dans le vide. Au bout de 5 ans, c'est quelques milliers de dollars. Ouais. » Donc, il y a des outils, je pense instinctivement à ClickAssure qui te permettent sur le web, de faire jouer la concurrence, de bâtir ton profil et de demander aux assureurs de te faire des estimations, des estimés. Ils vont t'envoyer ça et tu vas pouvoir peut-être faire des bons choix. Et peut-être que votre option à la maison, c'est d'aller chercher un courtier en assurance indépendant qui lui-même va bâtir votre profil puis va dire « Hey Francis, ton fils de 16 ans qui est assuré sur ton auto, là, ça augmente ta prime de 1 200 $ par année. » Parce qu'un ado, désormais, là, l'assurer sur un véhicule, c'est une fortune. Comme deuxième chauffeur. Comme deuxième chauffeur. Il va peut-être te dire, Francis, j'ai une meilleure option pour toi. Tu vas acheter un véhicule à ton fils, un bazou, un taco. Tu vas dire à ton fils, garde, c'est ton auto. Tu vas l'assurer juste d'un bord. Ben, tu sais, il y a toutes sortes de stratégies qui existent. Il faut rester évidemment dans la légalité puis jamais faire de fausses déclarations. C'est légal, tu t'assureras pas. Mais parfois, on peut être créatif pour pouvoir en obtenir plus pour son argent. Je comprends. Parce que c'est pas demain la veille que le prix des assurances risque de se stabiliser ou encore même de baisser. Les changements climatiques, ça fait mal à l'habitation. Il y a de plus en plus de risques d'inondation. Il y a le vol de véhicules, même si le fléau s'est calmé un peu, ça reste une menace. Le prix des pièces, j'en parlais récemment avec le président de Hyundai Canada en entrevue à l'émission À vos affaires. Je veux dire, quand c'est rendu qu'un rétroviseur te coûte plus de 1 000 $, bien évidemment que ça se reflète aussi dans ta police d'assurance. Tout à fait. Puis c'est drôle parce que là, évidemment, on est ici pour parler peut-être d'une façon d'économiser, de magasiner, etc. Mais ce que tu nous disais tantôt, c'est si votre maison, par exemple, elle est assurée pour 150 000 puis qu'elle a doublé de valeur dans les 10 dernières années, quand vous allez appeler, ça risque de par votre propre appel, la prime va beaucoup augmenter aussi. Là, absolument. Il faut faire attention et d'où l'importance de magasiner. Question pour toi, tu sais, dans des forfaits cellulaires, là, moi, j'ai fait quelques infidélités à travers les années, puis souvent, j'appelais, puis on m'appelait, on me faisait une offre, tu sais, tel fournisseur me disait « 40 $ par mois ». Fait que je rappelais mon fournisseur, puis je leur disais « Hey, Joe, le concurrent m'a offert ça ». Puis là, il succombait à mon chantage. Ouais. Ma question, c'est est-ce qu'on peut faire ça dans le domaine de l'assurance? On peut s'essayer. Je sais pas, la capitale m'a offert, tu sais, toi, tu m'offres-tu quelque chose? Ouais. Est-ce qu'on peut les mettre en opposition? On peut le faire, on doit le faire, parce que c'est souvent plus simple de rester avec le même assureur. Ouais. Par expérience personnelle, ça n'a jamais fonctionné. Non, quand j'ai appelé l'assureur, il m'a dit non, c'est ça notre montant, je ne peux pas baisser. Mais oui, de revenir à l'assureur et dire j'ai eu un meilleur prix, une meilleure proposition, ou encore quels sont les termes de la police d'assurance sur lesquels vous pouvez être flexible pour me permettre d'en avoir plus pour mon argent. Mais c'est impératif de le faire. Puis oui, dans ce cas-ci, d'aller chercher un meilleur prix puis de dire est-ce que vous avez une marge de manœuvre? L'autre idée, c'est de regarder du côté des rabais corporatifs. Bien des gens ne sont pas au courant des rabais et des tarifs corporatifs qui sont à portée de main. S'il y a des enseignants qui nous écoutent, s'il y a des gens de la fonction publique qui nous écoutent. Je pense que les professions genre infirmière, médecin... Vous avez un syndicat et souvent le syndicat a des ententes avec des assureurs. Alors parfois, tu appelles l'assureur, tu demandes un estimé et là, tu leur mentionnes tout à coup, je suis membre de tel syndicat ou de telle entreprise. Et là, non mais on parle de centaines de dollars encore là parce que ce sont des gros
gros groupes, les assureurs veulent charmer ces groupes d'employés et se dire, ben, si jamais j'ai ce syndicat-là avec moi, ça va amener tant de clients. Même si vous avez gradué de certains établissements collégiales, universitaires, il y a parfois là, des ententes. Là, je sais que moi, de HEC notamment, là, il y avait, avec certains assureurs, des avantages. Écoute, je pense qu'il y a même des affaires, là, si tu es membre chez Costco. Ah oui? Tu peux avoir un rabais sur ton assurance. Donc, il faut faire valoir quasiment son pedigree. Mais tu sais, c'est rendu un peu fou le monde quand il faut que tu dévoiles ton LinkedIn pour avoir un deal sur l'assurance. Je ne sais pas si ça me réjouit ou si ça me décourage. J'ai une maîtrise à l'UQAM, je fais partie du syndicat CFP. J'ai déjà fait du bénévolat à la librairie de quartier. Je suis père de deux enfants. Ouais. Bref, merci Pierre-Olivier. Toujours intéressant de t'avoir. Et puis, on se reparle à très bientôt. Après l'été, en fait, comme tu le sais. Tu vas aller bronzer. Ouais, va bronzer. Ah, l'argent, ça vous angoisse? Affrontez vos peurs avec le balado Dans vos poches. Francis Gosselin brasse les idées et encaisse les faits. Moi, personnellement, quand je pense à une maison des années 60, ça me fait pas nécessairement rêver. Ça, je pense rénovation, bungalow, un étage, des surprises, des dépenses, peut-être une vieille piscine hors terre. Bref, je pense à Stranger Things, en fait, quand je pense à une maison des années 60, pour ceux qui ont suivi la série télé. C'était un certain cachet, beaucoup de boiseries, peut-être. Là, d'ailleurs, il y avait des Oldsmobile avec des panneaux de bois à ses côtés. Oui, c'est vrai. Antoine Joubert, il appelle ça la grosse brune, pour ceux qui suivent également le guide de l'auto. Bref, il y a quand même beaucoup d'experts qui soutiennent que les propriétés des années 60, c'est une des meilleures aubaines sur le marché actuellement. Et puis là, si vous habitez dans un bungalow des années 60, prenez-le pas personnel. Là, je fais de l'esprit de bottine. Ghislain Larochelle, tu t'es penché justement là-dessus. Maison pas parfaite, pas neuve, mais bonne affaire quand même, souvent les maisons des années 60. Dis-nous pourquoi justement, qu'est-ce qu'on regarde quand on achète des maisons de cette génération-là? C'est un lecteur qui m'a appelé, puis il m'a demandé, pas appelé, mais communiqué avec moi, puis il m'a demandé, est-ce que je devrais acheter une maison 1960 à 100 000 de moins qu'une maison neuve? Oh. Et c'est pour ça que j'ai écrit l'article sur le sujet. Quand on regarde pour acheter ce type de maison-là, c'est sûr que la structure, faut regarder, avoir une inspection, avoir une bonne structure, avoir le quartier. Parce qu'une maison neuve, souvent, tu vas te retrouver dans un quartier qui est un peu plus loin que le centre-ville. Les maisons usagées, souvent, vont être mieux placées. Ils vont souvent démolir pour construire une maison neuve si tu veux l'avoir bien placée. Mais c'est l'endroit, la quiétude aussi des lieux, tu es bien placé. Ça, c'est les choses à regarder. L'inspection, le toit, etc. On en a déjà parlé dans mais justement, le balado, mettons, années 60, là, je sais pas, j'étais pas là, là, mais si on fait inspecter, y a-t-il des choses en particulier de cette génération de maisons-là qu'il faut... Il y a l'amiante qu'il faut aller voir. Okay. Il y a la peinture... l'amiante, ça, c'est dans les toits? Dans l'amiante, t'as ça dans des fois, le gyps. T'as ça dans les tuiles commerciales qu'on avait un pied par un pied. Là, on retrouve ça là-dedans. Et on retrouve ça dans l'entretoit qui s'appelle la vermiculite. Okay. Fait que t'as une chance qui était un isolant. Qui est un isolant de fibre, puis t'as une chance sur deux de en avoir. Okay. Fait que, mais s'il y a de l'amiante, c'est no-go ou ça se répare? Non, ça se répare. C'est juste que ça coûte un petit peu. Ça s'enlève. Ouais, ça s'enlève, ça se répare. Puis c'est juste un petit peu plus de tracas pour l'enlever. Puis ça reste pas dans l'air pendant 20 ans. Là. Une fois que tu as fait, mettons, la vermiculite, c'est tout nettoyé. Il y a des professionnels qui font ça puis qui font beaucoup d'argent en faire ça. Fait que là, tu dis 100 000 de moins, mais possiblement un 10, 15, 20 000 de travaux, peut-être s'il y a présence d'amiante, par exemple. Travaux, s'il y en a. Mais t'as affaire, souvent, t'as affaire dans ces maisons-là, les cuisines, t'as refaire les salles de bain. Ouais. Tu peux l'aménager comme tu veux, mais le gros avantage, c'est, moi, j'ai acheté une maison neuve quand j'ai acheté, OK? Fait qu'il y a pas de pelouse, il y a pas d'aménagement, il y a pas d'aisselle. L'arbre, il y a à peu près 3-4 pieds de haut. Tandis que quand t'arrives dans une maison 1960, là, t'as des arbres de 2 pieds de diamètre, tout est fait. Fait que souvent, t'économises encore beaucoup là-dessus parce que les gens achètent une maison neuve puis ils voient pas ce 20-30 000 piastres-là qu'il faut qu'ils mettent dans la maison parce qu'ils tombent en amour avec la maison. Ah, je vais avoir la paix. Il n'y aura rien qui va briser. Puis j'ai une garantie en plus à la maison. Mais à partir de combien d'argent ça vaut la peine d'acheter une maison des années 60? Parce que tu dis que il faut une maison des années 60, forcément, tu vas refaire la salle de bain. Si c'est la salle de bain en origine, la cuisine, tout ça, ça coûte cher. Donc, à partir de combien ça devient Le premier critère, c'est un critère, je te dirais,
dirais, émotionnel, c'est le quartier. Si tu veux avoir un bon quartier avec le bien positionné, c'est la première chose. Après ça, il faut que tu fasses tes calculs. Moi, je te dirais qu'un bon entrepreneur va être capable de dire, OK, ça te coûte, si ça te coûte 100 000 mètres de travaux dedans, puis il y a une différence de 100 000 avec une neuve, achète-toi une neuve, là. Ça vaut réellement la peine. Mais si c'est mieux placé, puis que tu as du cachet, il y a plusieurs facteurs qui jouent là-dedans. Là. C'est pas juste le côté monétaire, c'est est-ce que tu es plus proche de ton travail ou tu vas l'école des enfants. Puis souvent, les nouveaux contracteurs, présentement, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent dans des champs. Il n'y a pas beaucoup d'arbres qui est gardé là, fait que tu pars à zéro. Là. Fait que ça va prendre 20 ans avant que tu aies des arbres un peu d'ombre. Et de l'ombre. Et de l'ombre, oui. Etc. Ça se dit des arbres, ces temps-ci, là, on enregistre au début du mois de juin. Là, moi, j'ai une piscine neuve. Fatigant, les arbres, hein? Tu en as plein dans la piscine. Les choses qui tombent, là, ces affaires-là, c'est fatigant. Tu auras envie de zoom, tu sais. Mais il existe des portes électroniques là, que tu peux mettre par-dessus, ça se ferme. Tu peux sur un petit bouton, puis ça l'ouvre, tu fais ça. Tu sors la Batmobile. Question pour toi. Est-ce que c'est vrai que les maisons de cette époque-là sont parfois construites avec des matériaux plus solides et plus durables que les maisons neuves d'aujourd'hui? C'est un mythe, ça? Genre, c'était solide dans le temps, tu sais, le frigo, là, je t'accorde. Non, mais c'est-tu vrai dans la charpente des maisons? On va aller un petit peu plus vieux que 1960. Fait, moi, j'ai travaillé beaucoup, j'ai fait plusieurs flips dans ma vie, de l'achat, rénovation, revente. Et quand tu arrives dans les maisons de 1900 à 1940, là, je te le dis, là, c'est un char d'assaut. Ça n'a aucun bon sens. Là, pour le meilleur et pour le pire, ceci dit. Là, c'est ça. C'est plus difficile de bouger des choses. C'est incroyable. À un moment donné, j'achète un immeuble, puis les poutres avaient peut-être 6 à 7 pouces d'épais entre les chambres à coucher. Ça n'avait aucun bon sens comment cet immeuble-là avait été construit. Un autre immeuble que j'achète, c'était en béton. Les pièces à l'intérieur, c'est un commercial. Tout était fait en béton. C'est que entre 1960 et 2026, il y a des différences de construction, mais dans le temps, ils construisaient avec du 2x4, un peu d'isolation. 2026, ils vont faire du 2x6, surtout l'extérieur, avec l'isolation. Donc, y a pas dans le temps, c'était du préfini qui avait ses murs. Et là, maintenant, on a du gyps. Fait que je vois pas grande différence. J'ai failli acheter une maison, un tank. Là. Non, mais, un tank. Écoute, quand tu viendras à Deschambault, on ira cogner. Là. C'était genre un château. Là. Mais sérieusement, il faisait frette dans la maison. Tu sais, les murs, là, ils devaient faire genre 1 mètre d'épais. C'était comme des roches. Est-ce qu'il y avait des meurtrières? C'était pas des fenêtres, c'était des meurtrières. La maison était gigantesque, mais c'était comme tout était un peu croche. Parce qu'un tank, une fois que ça part de même, là, tu fais pas de même facilement. Ça. Il faisait froid dans la maison, hiver comme été. Là, il y avait des oubliettes au fond je te jure, fait que c'était... bref, je te charrie. Puis tu sais, ils vendaient ça, là, un terrain 200 000 pieds carrés à la campagne. Genre 400 quelques mille. Là, mais c'était un projet. Là, il aurait fallu que je mette... Un projet d'une vie. C'est ça. J'avais pas envie de m'embarquer là-dedans, mais ça reste que, bref, à prendre avec des pincettes. Dans un marché où les acheteurs doivent souvent comme un peu revoir leurs critères, là, je parle de prix, etc., est-ce que les maisons plus anciennes, surtout si on est un peu habile de ses mains, est-ce que tu vois ça un peu comme une opportunité peut-être pour des premiers acheteurs? C'est un gros avantage parce que tu payes moins cher et tu peux étendre le montant des rénovations sur plusieurs années. 10 ans, là, je vais acheter la maison. Parce que la salle de bain, là, je comprends que personne n'aime ça, là, une affaire turquoise avec des panneaux en forme de voilier, là, mais à un moment donné... C'est très joli. Je vois pas ce que tu as contre les panneaux turquoises. Tant que l'eau coule, tu comprends ce que je veux dire? Tant que tu peux te laver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux moderniser avec le temps. On peut moderniser. C'est fonctionnel. Effectivement. C'est peut-être pas au goût du jour, mais si tu payes 100 000 de moins pour un premier acheteur, c'est une façon aussi de... N'oublie pas que tu as l'hypothèque qui va être moins chère. Les taxes municipales devraient être moins chères aussi. Taxes scolaires, fait que tu as moins de dépenses et tu es capable de juger quand tu vas faire tes prochaines dépenses dans les 5, 10 prochaines années. On peut les budgéter. Les budgéter à l'avance. Ceci dit, là, tu nous viens nous raconter ta salade des maisons des années 60, puis t'es le premier à avoir acheté une maison neuve. Là. C'est quoi l'affaire? T'as-tu une maison des années 60 à vendre? Ça, c'est... Juste toi, si t'avais à choisir, là, mettons, tu ferais ça? Mettons le Ghislain d'il y a 20 ans. Là, OK, le Ghislain de 20 ans, il a acheté une séparation
location d'une maison neuve, puis je l'ai eu à bon prix, OK? Bon, OK. Mais là, maintenant, vendredi, j'achète une nouvelle maison. Tu déménages, tu m'as Ouais, dit. je déménage. Une 1947. Hey, Ah. Tu vois, T'as acheté un char d'assaut? je suis Oui. mon conseil. Est-ce qu'il y a un exactement. donjon dedans? Non, il n'y a pas de donjon, celui-là. Merci beaucoup, Ghislain. Au Très plaisir. intéressant. Donc, maison des années 60, on garde ça en tête. Sinon, Emmanuel, je te lève mon chapeau. Ton article m'a beaucoup intéressé, inspiré. J'en ai même moi-même fait une chronique à Mario Dumont plus tôt. On parle de testament souvent. On parle de testament souvent à l'émission. On parle évidemment du fait qu'il en faut un. Bon, le fait que c'est devant notaire. Ce qu'on discute peut-être un peu moins, c'est que dans ce document-là, il va falloir faire des choix. Puis un des choix qui est absolument critique, c'est la personne qui va exécuter notre volonté, ce qu'on appelle le liquidateur testamentaire. C'est pas facile de choisir cette personne-là adéquatement. Puis je faisais des blagues avec Mario, justement, je te révèle. Mais tu sais, moi-même, j'ai un liquidateur, puis tu sais, on va pas refaire mon test. Puis là, j'ai comme un deuxième liquidateur en cas de... un remplaçant, comme tu dis. C'est quoi exactement un liquidateur? Déjà, commençons avec ça. Un liquidateur, c'est quelqu'un qui est chargé d'assurer la liquidation donc, de la succession, que les choses se passent bien. Et puis, normalement, le liquidateur est choisi par la personne dans son testament, en principe. Le choix, justement, c'est comme tu le dis, c'est critique parce que bien souvent, les gens, leur premier réflexe, ça va être de choisir leur enfant. Mais c'est pas nécessairement le bon choix. Des fois, c'est mieux de choisir un proche ou quelqu'un qui a pas d'enjeu, qui est pas relié émotivement au dossier. Et puis, quand on choisit un liquidateur, des fois, si on choisit un de ses enfants, par exemple, l'autre enfant peut dire « Ah, ben papa m'a pas choisi moi, pourquoi? Ça veut dire qu'il me fait pas confiance. » Donc, il y a toutes sortes d'enjeux. Et puis, quand ça part en vrille avec le liquidateur, on peut à peu près être certain que la succession va être longue et compliquée. Parce qu'en plus, être liquidateur, c'est pas joyeux comme rôle. Il y a des règles très strictes à suivre. On peut être poursuivi personnellement si on fait des erreurs, si on respecte pas certains délais. On peut aussi... c'est un rôle qui dure très très longtemps. Ça prend des mois, bien souvent 1 année minimum quand tout va bien, et puis encore plus si ça va mal. Il y a 12 ou 14 étapes administratives, donc c'est vraiment pas la joie quoi, d'être liquidateur. Et donc, liquidateur, là, pour le dire simplement, il faut liquider. Hein? Oui, on liquide, Donc, on vend les actifs. C'est ça, on des distribue. fois, on va les changer de main, là, mais il faut les rendre... faut trouver leur valeur liquide. Fait que là, s'il y a une maison, ça peut être légué à un des enfants, mais, ou la vendre, mais à une valeur oui, marchande qui va être établie par le liquidateur. Exactement. Les placements, il faut les vendre, etc. Donc, on rend tout liquide, là, dans le fond, ou quasi liquide. Puis ensuite, on distribue ça entre les héritiers. Il faut payer les impôts, il faut payer les dettes, il faut obtenir des reconnaissances, des certificats du fisc pour dire que tu as bien payé les impôts. Il faut faire sortir les avis de décès. Bon, c'est extrêmement compliqué, c'est long. Et puis, quand ça tourne mal, je sais que le notaire à qui j'ai parlé m'a dit « Vous pouvez pas vous imaginer, madame, ce que je vois passer dans mon bureau. Il y a une succession qui est bloquée depuis 3 ans parce que les héritiers sont pas capables de s'entendre, accrochez-vous, sur la tasse qui appartenait au père, à qui va revenir la fameuse tasse de papa. Donc, la succession est bloquée depuis 3 ans. Donc, ça va se nicher vraiment dans des choses auxquelles on Warren penserait Buffett, pas. en fait. Oui, il y a c'est ça, 14 milliards de dollars, mais la tasse. La tasse de papa. Aïe, aïe. Donc, c'est fou. Donc, ce que me disait le notaire, ses conseils justement pour choisir le liquidateur, c'est d'abord, tu choisis une personne de confiance, et de 1. Et de 2, tu choisis quelqu'un qui va être... Comment l'expression, c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire une personne qui va être capable de faire des choix parfois difficiles, et qui va aussi être capable de faire face à la musique, parce que tu fais face à des héritiers aussi qui des fois sont pas contents des décisions. Sentiments, puis Exactement. On m'a choisi, on m'a pas choisi. C'est ça. Pourquoi ceci, pourquoi cela. Oui, et le liquidateur, il a beaucoup de pouvoir, mais il doit rendre des comptes. Tous les ans, il doit rendre des comptes à la succession, mais aussi à la fin du processus, il doit rendre des comptes aux héritiers. Et si les héritiers sont pas contents, ils peuvent refuser la reddition de comptes du liquidateur et tu peux être poursuivi devant les tribunaux. C'est joyeux, ça. Oui, c'est vraiment assez infernal. Donc, c'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité. Clairement, c'est quasiment... Il faudrait quasiment offrir des diplômes là, pour faire ça bien. Non, mais je blague, mais tu sais, quel genre de compétences, selon toi, tu sais,
quand on pense, là, mettons, moi, là, je fais mon testament, toi, tu donneras pas ça à ta vieille mère, là, qui est un peu... Non, mais tu vois, je veux dire, maman, je t'aime, mais tu vas donner ça à quelqu'un qui est peut-être bon en finance, qui connaît une base de fiscalité, base de droit, base... Oui, qui est susceptible de vivre après toi, tu sais, aussi. Peut-être un peu plus jeune, idéalement, Non, mais c'est vrai, tu sais, tu disais quelqu'un dans notre entourage... oui, ça peut être un proche, ça peut être un ami. On donne ça à notre CPA, mettons? On peut faire affaire avec des professionnels, mais ils vont réclamer des honoraires. Mais effectivement, le notaire à qui j'ai parlé, lui, me dit qu'il s'occupe actuellement d'environ 65 successions. Oui, donc les notaires sont payés pour ça. Même en tant que liquidateur, si tu veux pas t'en occuper, tu peux confier toutes les tâches à un notaire. Fait que toi, tu es nommé liquidateur, puis tu comme délègues ton pouvoir de liquidation à maître chose. Oui, tu peux confier toutes les tâches ou seulement une partie, mais évidemment, il va y avoir des honoraires à payer. Pourquoi la Chambre des notaires n'est pas partenaire de notre balado? Ça écoute, bonne idée. On en prend note. On en prend note. Dominique Plamondon, là, on a besoin de lui. Blague à part, donc, ça se délègue, cette responsabilité-là, mais donc la personne, comme je le disais, doit idéalement être une personne qui a un minimum de connaissances ou d'intérêt. Ou qui est capable d'aller chercher les bons professionnels. Ça, exact, qui va être capable de se dire, bon, là, il faut que j'appelle un notaire ou il faut que j'appelle un comptable ou un CPA, peu importe. Mais quelqu'un aussi qui va être capable de prendre des décisions. Et comme je disais au début, bien souvent, on va choisir nos enfants, mais c'est pas nécessairement une bonne idée parce que si on fait pas les choses bien au départ, les enfants vont peut-être se sentir défavorisés les uns par rapport aux autres. Ils vont se chicaner. Encore une fois, le notaire à qui j'ai parlé m'a dit qu'il ne compte plus le nombre de familles qui se parlent plus à cause du fait qu'il y en ait un qui a dû liquider la succession de papa ou maman. Les frères et les sœurs se sont chicanés, ils finissent par plus se parler. Donc c'est sûr qu'en tant que parent, tu veux pas léguer ça à tes enfants, c'est une grosse charge. Donc on peut léguer ça, enfin on peut déléguer ça à un proche, un membre de l'entourage, etc., qui est moins impliqué émotionnellement. Sinon, mais évidemment, si on fait ça, il faut quand même en parler à ses héritiers, parce que sinon le jour où ils vont ouvrir le testament, c'est maman, mon oncle Alfred. Ouais, c'est ça, ou c'est ma voisine, tu sais, qui s'occupe de liquider. Oui, mais ça peut très bien être ma voisine en qui j'ai confiance, que je connais depuis 20 ans. Je voudrais revenir sur l'histoire de rémunérer cette personne-là. Parce que même, mettons que c'est un enfant, mettons il y a 3 enfants, puis qu'on dit, bon, ça va être toi, là, enfant numéro 2, là, je sais pas quoi, qui va liquider. Tu sais, c'est beaucoup de travail, là. C'est des heures et des heures et des heures de pas de plaisir, là, pour l'avoir fait personnellement. Est-ce que c'est une pratique courante? Pas nécessairement des milliers, peut-être des milliers, mais tu sais, justement, est-ce que c'est une pratique courante de dire, je sais pas, je vais payer un salaire horaire ou tu sais, un dédommagement quelconque? Ça dépend à qui on le confie. Si c'est un professionnel, évidemment, il va nous réclamer des honoraires. Si c'est un proche, un enfant, etc., bien souvent, ce que vont faire les gens, c'est qu'ils vont soit allouer une somme forfaitaire en fonction de la difficulté, de la complexité. C'est ça. Si tu as juste un condo et un REER, bon, ça va être quand même assez simple. Si tu as beaucoup de propriétés, beaucoup de placements. Donc, essayer d'évaluer un peu. On peut faire ça avec un notaire aussi, essayer de réfléchir à ça. Quand c'est un petit héritage, bien souvent, les gens vont se borner à rembourser les frais encourus, évidemment, par le liquidateur et les pertes de revenus du fait qu'on a dû utiliser nos heures de travail, par exemple, pour voir à la liquidation. Donc, effectivement, on peut rémunérer un liquidateur, mais je suis pas certaine, mais je pense que quand on est le seul héritier, on ne peut pas être rémunéré, mais peut-être que je me trompe, alors je peux pas on est le seul héritier, de toute façon. Oui, ben c'est ça, tout te revient, donc voilà. Mais je suis pas certaine. Potato. Est-ce que c'est imposable, une rémunération de liquidateur? Oui, c'est imposable. Faites attention, mesdames et messieurs. Rien n'est gratuit dans la vie. Je suis là pour poser des bonnes questions. Absolument, moi, dans le fait, c'est ça mon principal. Tu amènes avec ça, mais c'est quoi l'erreur la plus fréquente que les gens font quand ils choisissent le liquidateur? Ils n'informent pas le liquidateur. Ça arrive tout le temps. Je suis mort, c'est toi! Non, mais tu te dis, tu prépares ton testament et tu dis, ça va être mon cousin Henri. Puis le jour de ton décès, le cousin Henri apprend que, oh, mon Dieu, c'est moi qui suis chargé de la liquidation. Donc, il faut vraiment informer le liquidateur avant, éventuellement nommer un remplaçant, parce que le liquidateur n'est pas obligé d'accepter cette charge. Le jour où il apprend qu'il est liquidateur... Si la première personne refuse, il faut le idéalement... remplaçant. Qu'est-ce qui arrive si, mettons, tout le monde dit non, là, ou t'en as pas nommé, ou t'as pas de testament? Mais pour de vrai, c'est quoi Non, mais ce qui arrive, en fait, c'est qu'on n'est même pas obligé de nommer un liquidateur dans son testament. C'est pas obligatoire. Qui le fait à ce moment-là? À ce moment-là, tous les héritiers sont considérés comme les liquidateurs et ils vont devoir décider entre eux à la majorité qui va liquider. Et si s'entendent pas, ça finit devant les tribunaux. Donc, idéalement, tu choisis un liquidateur dans ton testament avec un remplaçant et idéalement, tu informes tout le monde de façon à ce que le jour où tu décèdes, le liquidateur décide « Oh non, moi, j'étais pas au courant, je veux pas m'en charger. » 3 enfants. 3 enfants. Puis
une femme. 3 enfants, puis moi, dans mon testament, c'est marqué. Oui. T'as-tu d'autres héritiers, genre le cousin? Non. T'imagines un Non. genre de liquidation par comité. L'enfer. Mon rêve, L'enfer. honnêtement, ça doit être tellement le fun. Oh, non, oui, non. la tasse, Aucune décision. la vieille Oui. voiture. Oh, mon Dieu, oui. Putain, le cauchemar. Aïe, aïe. Donc, mesdames et messieurs, je résume, faites votre testament. Ça, je pense que ça Nommer un on l'a liquidateur. comme dit à chaque Oui. épisode, là, Oui, à peu 39 près. fois, là, si C'est vous ça. nous suivez Le message va finir par rentrer. tranquillement, mais surtout, dans ce document-là de testament, nommez Le liquidateur, liquidateur. un remplaçant et informer le liquidateur que ça va être Et lui. idéalement, choisissez quelqu'un qui va, bon, peut-être pas avoir plaisir à faire ça, mais qui a quand même, comme tu disais, une curiosité, Oui. une compétence quelconque, peut-être pour Oui, que ça aille un absolument. petit peu plus rapidement. Il y un a peu plus- juste un dernier point avant de terminer. Honnêtement, j'étais pas du tout au courant de ça. C'est le notaire qui m'a dit ça. Mais donc, si on choisit un liquidateur qui n'est pas résident fiscal du Canada Eh boy. et qui vit à l'étranger, ben à ce moment-là, notre succession sera considérée également comme non résidente. Ben, Même si on est voyons donc. québécois, même si tout notre... Avec, donc, Wow. vous pouvez imaginer le bonheur avec toutes les tracasseries administratives, International, juridiques. là, ouais, Donc, c'est tu te ça. retrouves avec une succession C'est internationale. une succession Ok. pour les avocats, ça. Fait que c'est Écoute, eux c'est autres qui vont avoir l'enfer. l'argent. C'est l'enfer. Tu sais, un avocat ici, un avocat dans l'autre pays. Donc, faites attention, ne pas nommer un liquidateur qui est résident fiscal de notre J'ai pays. l'impression que cet épisode était riche en fibres, Oui, mesdames et hein? messieurs. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous en remercie à tous les deux. Et puis, évidemment, c'était notre dernière ensemble. Il reste l'invité, mais je voulais vous remercier, là, puisqu'on est Avec juste plaisir. entre nous. Ça a été vraiment un immense Plaisir. plaisir de vous côtoyer tout au long de l'année. J'apprends plein d'affaires. Et on dit que pour devenir meilleur, il faut s'entourer de gens plus intelligents que soi. Je suis choyé avec Tu serais un Ghislain excellent Larochelle liquidateur. Je pense que je vais te Je vais finir avec 65 demandes de liquidation. Mesdames, messieurs, Ouais, écrivez à Francis. francis.gosselin@québécois-média.com. Non, mais j'exige d'être rémunéré, par exemple. Tu le feras grassement. merci. Grassement. Dans vos poches. Quand on parle de maltraitance envers les personnes aînées ou les personnes vulnérables, on pense souvent à de la violence physique ou psychologique, par exemple. Mais il existe une forme de maltraitance qui est beaucoup plus discrète. Puis bon, vous nous connaissez maintenant. Vous connaissez le concept de l'émission, évidemment. Et ce type de maltraitance peut évidemment avoir des conséquences tout aussi dévastatrices. On parle évidemment de la maltraitance financière. On peut penser évidemment à des retraits bancaires inexpliqués, des pressions liées au testament. On va en parler aussi avec Emmanuel, n'est-ce pas, de ces sujets-là régulièrement, des procurations, etc. On est avec Geneviève Motard, qui est la présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA. Vous la connaissez, c'est pas son premier passage. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Poches. Merci beaucoup d'être avec nous. Déjà, peut-être de but en blanc, là, dis-nous, on se tutoie, je Oui, me oui, rappelle c'est plus ce parfait, qu'on avait bien sûr, décidé. certain. C'est quoi la maltraitance? Qu'est-ce qu'on Ouais. entend là, par maltraitance matérielle et financière? Alors, c'est de la maltraitance, quelqu'un qui maltraite, soit une personne inapte, vulnérable ou aînée, c'est une utilisation frauduleuse, illégale ou non autorisée ou malhonnête, soit de ressources financières, pure et simple. On peut penser au petit-fils qui pige dans le compte de banque de sa grand-mère. Là. Ça, c'est l'exemple typique. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui fait une pression sur la personne pour, par exemple, changer son testament. T'sais. Donc, il y a une intention derrière de s'approprier des ressources matérielles et financières en étant le déceptif à la personne qui se fait maltraiter. Est-ce qu'il y a comme des... Parce que là, tu sais, ce qui est vraiment évident, là, tu sais, piger dans le compte, Ouais. c'est chose. Y Ouais. a-tu comme des cas limites, mettons? Oui, parce qu'on est souvent dans la nuance. Ouais, hein, mais puis c'est ça, ce qui est difficile de la maltraitance, c'est que les personnes qui en sont victimes, souvent, ne se rendent pas compte qu'ils sont victimes. Parce que, bon, ça peut être des personnes inaptes, point final. Tout à fait. Ça peut être des gens qui sont vulnérables par le fait qu'ils n'ont pas de bonnes notions financières. Tu sais, on passe Puis moi, je pense beaucoup ici aux personnes âgées. Vous en avez tous dans votre famille. Là, la finance, c'est complexe. La fiscalité, c'est complexe. Puis les personnes âgées qui ont évolué dans un temps où il y avait peu ou pas de technologie sont comme démunies face à ça, place à la complexification. Donc, c'est des personnes, effectivement, qui se retrouvent dépendantes d'autres pour leur aider à gérer leurs finances. Souvent, cette génération-là est quand même bien nantie aussi, donc ils ont des actifs. Et là, ça va être la grand-mère qui dit « Ah, mais mon petit-fils, là, il passe un bout de rough, je vais l'aider. » Ou j'ai quelqu'un dans ma famille, j'aimerais ça leur donner des sous, mais ils ont besoin de plus. Fait que, tu sais, on est beaucoup
souvent dans la nuance. Puis la personne qui est maltraitée à la base peut avoir même des bonnes intentions, tu sais, mais ne se rend pas compte que là, ça devient un petit peu abusif. Fait que c'est très, très délicat comme sujet. Si on a quelqu'un dans notre univers qu'on pense victime, là, ou en fait sujette à ce type de traitement-là, on peut dire maltraitement-là, c'est quoi les signes qui peuvent qu'on devrait essayer de déceler? Ou c'est quoi les questions qu'on devrait poser? Mettons que j'étais un CPA. Ah! Ben oui, évidemment, les CPA ont un beau rôle à jouer, mais c'est quoi, serait quoi comme si tu devais nous faire comme une checklist là, pour bien comprendre, bien challenger la personne? Ben, quand on est CPA, c'est facile. C'est plus facile parce que souvent, quand on est CPA, on a un historique avec la personne. On connaît son niveau de vie, on connaît ses revenus, on connaît sa façon, ses dépenses et tout ça. Donc, si on décèle des changements, soudainement, Madame une telle, je dis à Madame Panet de la rue Panet, là, de la difficulté à payer ses factures, elle vous dit « Ah, il me semble que je suis plus serrée de ce temps-ci. Ah oui, comment ça? » Donc, tu sais, un changement d'habitude là, dans la personne. Quelqu'un dans son entourage qui soudainement devient bien intéressé. Tu sais, le fils, le petit-fils, ça fait longtemps qu'il n'a pas vu sa grand-mère. Puis là, il est là tous les semaines. Puis, tu sais, grand-maman, as-tu besoin d'aide de ci, de ça? Tu sais, même une tierce personne là, qui commence à s'impliquer, quelqu'un qui, tu sais, peut-être pas dans la famille immédiate, mais soudainement, elle se met à avoir de l'intérêt versus la personne. Fait que, encore une fois, c'est difficile là, de déceler ça. Mais si on est attentif au changement, attentif aux habitudes de vie de la personne, puis on note certaines nouvelles circonstances qui font en sorte que soudainement ça a changé un petit peu, ben ça peut être des signes. Est-ce qu'on sait au Québec, là, mettons, là, c'est l'ordre des CPA du Québec? Oui, c'est l'ordre des CPA du Québec. On va s'en tenir à la province qu'on connaît. Oui. Est-ce qu'on sait c'est quoi l'ampleur du fléau? Y a-t-il un nombre de personnes, un nombre de dollars? Si tu avais à nous donner un ordre de grandeur, oui. Quand on avait, puis pour la petite anecdote, c'est quand la ministre Charbonneau, il y a de ça 8-9 ans, là, disait qu'elle voulait adresser la maltraitance, ça avait été, et la ministre avait annoncé, je vais adresser la maltraitance pour tous les aspects d'une vie, à ce moment-là, d'une personne âgée. Mais quand le projet de loi était sorti, c'était beaucoup les histoires d'horreur qu'on a appris en CHSLD, puis dans les hôpitaux, puis ça. Alors que, puis j'arrive à ta question, la maltraitance financière, c'est la forme de maltraitance qui est la plus commune. Fait que les dernières statistiques qu'on a, c'est en 2024. C'est sur le rapport annuel du ministère de la Santé et des Services sociaux sur la maltraitance des aînés et des personnes vulnérables. Il y avait eu 721 cas de maltraitance qui avaient été reportés au ministère, dont 655 étaient de la maltraitance financière. Ah oui, okay. Fait que, tu sais, c'est 70% des cas qui sont de la maltraitance financière. Fait qu'on c'est moins visible, c'est moins, ça fait moins les journaux peut-être là, que des cas de maltraitance dans CHSLD, mais c'est la maltraitance qui est la plus répandue, plus que la maltraitance psychologique, plus que la maltraitance physique, puis plus que la négligence. Puis malheureusement, c'est une tendance qui augmente parce que l'année d'avant, c'était un petit peu moins. Puis là, j'ose croire que ça a continué de... Mais vous parlez des aînés, bon, on en a discuté tout à l'heure, mais ça s'adresse à peu près à tous les âges, à toutes les catégories. Bien sûr. Il y a beaucoup de femmes aussi. J'ai vu passer une étude, je pense, d'Option Consommateur qui parlait de ça, de la maltraitance financière des femmes nouvelles arrivantes qui se retrouvent dans des situations en situation d'endettement extrême souvent parce que, par exemple, le conjoint a demandé des cartes de crédit à son nom, à elle, sans le savoir. Elle a signé des papiers sans savoir de quoi il s'agissait. Donc, il y a aussi beaucoup de maltraitance financière chez les nouveaux arrivants, eux en particulier. Parce qu'ils sont, puis la maltraitance, là, on peut tous en être victime si on est dans une position de vulnérabilité. Fait qu'ici, là, on a un exemple parfait des nouveaux arrivants qui connaissent pas le système financier, peut-être qui connaissent pas la langue. Souvent, bon, les femmes, souvent, sont pas en position de pouvoir, là, malheureusement. On essaie de revirer cette vague-là, mais c'est comme ça. Fait que oui, c'est un exemple parfait d'une situation où on a tous les éléments là, pour faire en sorte que la personne subisse de la maltraitance. Fait que oui, là, les statistiques que j'avais, c'est pour les personnes âgées, mais effectivement, Emmanuel, ça peut affecter d'autres populations. Qu'est-ce qu'il y en est du mandat d'inaptitude? Souvent, c'est quand la personne n'est plus capable de prendre de décisions qu'ils vont faire ça, mais est-ce qu'on pourrait
le mettre en action beaucoup plus tôt? Ou comment tu vois ça? Ben, là, ça, c'est une question plus Sujet juridique. épineux, ça. Ouais, c'est plus juridique. Puis là, je veux pas me faire accuser de faire de la pratique illégale des avocats, là. Mais un mandat d'inaptitude, il faut le faire homologuer. Donc, quand on dit faire homologuer, c'est pas que la personne décide demain matin qu'elle est inapte, là. Il faut qu'il y ait un médecin qui se prononce légalement pour faire homologuer le mandat d'inaptitude. Et ça, c'est si la personne en a un. Souvent, les gens n'ont pas. Donc, puis là, est-ce que la personne, au moment, si elle en a un, tant mieux. Mais au moment où elle l'a fait, est-ce qu'elle était apte? Ça, c'est souvent, tu sais, ça peut être une autre passe-passe où les gens font faire des mandats d'inaptitude alors que la personne est même inapte. Là, le notaire, ce qu'il va vous demander, c'est un certificat de votre médecin qui va confirmer que vous êtes apte à faire un mandat d'inaptitude. Fait que, tu sais, c'est juridiquement... C'est touché. C'est touché, puis il y a des... Sans faire de la pratique illégale du droit, je veux pas me le faire reprocher, mais il y a des critères assez circonscrits dans la loi qui permettent d'homologuer un mandat d'inaptitude. Pour ne pas qu'on déclare inapte quelqu'un qui serait apte, par exemple, ce qui lui enlèverait des droits. Absolument. Et inversement, je pourrais écrire une thèse de doctorat là-dessus si vous voulez. Mon père était passé par là sans mandat en cas d'inaptitude. Donc là, il y a la curatelle publique du Québec qui embarque là-dedans. Des avocats, des CPA. Bref, on fera une autre émission là-dessus. Okay, si mais la bonne nouvelle... lancer là-dedans quand vous voulez. Quand la loi, parce que tu parles du curateur public, puis je fais un petit pont là-dessus. Nous, on a participé à la réforme de la loi du curateur public pour s'assurer que, justement, pour les gens qui ont des mandats d'inaptitude, il y a un devoir de reddition de compte de la personne qui fait la gestion du patrimoine. Même avec un mandat. Oui, mais particulièrement avec un mandat. Donc, le mandat d'inaptitude, ça ne donne pas à la personne qui gère d'aller piger. Les droits, ça lui donne l'obligation de gérer le patrimoine. Fait qu'on avait travaillé avec le curateur public justement pour s'assurer qu'il y ait des mécanismes forts de reddition de compte pour protéger la personne vulnérable. On voit ça, tu l'as dit, Geneviève, 600 et quelques sur 700 et quelques. C'est majeur. C'est majeur. C'est quoi les recours? Vers qui on se tourne? Bon, tu vas me dire un CPA, bien sûr. Mais tu sais, les banques, curateurs publics, c'est quoi les... Tu sais, si on constate ça, si on est victime de maltraitance financière, c'est quoi les étapes ou les organismes vers lesquels on peut se tourner, disons? Quand on est CPA, je vais parler de CPA en premier, nous, on a travaillé pour que dans la loi, que la maltraitance financière soit reconnue comme la maltraitance. Fait que si on a gagné ça, c'est très bien. Mais une fois qu'on la constate, si on est CPA, on a un devoir de la rapporter. C'est-à-dire que ici, on peut faire accro au secret professionnel. Ça, c'est super important si on constate que la personne subit de la maltraitance. Parce que c'est toujours la difficulté, quand pour un professionnel, on a le secret professionnel qui est un droit à chasser dans la charte, puis quand est-ce qu'on peut y faire accro et tout ça. Donc ici, on peut y faire accro. Si on n'est pas CPA, il y a un organisme qui s'appelle la ligne Info Aînés. Je l'ai ici. Donc, c'est la ligne, le titre officiel, c'est la ligne Aide maltraitance adulte aîné. Donc, c'est le 1-888-489-ABUS. Donc, 1-888-489-2287. Ça, c'est un service qui est confidentiel, anonyme, gratuit et qui peut, c'est des experts à l'autre bout de la ligne là, qui vont vous aider à écouter votre situation, puis après peuvent vous référer, soit à des CPA, soit à la police, soit à la curatelle publique, là, dépendamment de la personne. Donc, c'est vraiment là. Nous, sur notre site web aussi, sur le site web de l'Ordre, on a toute une section que vous pouvez consulter où toutes ces ressources-là, tu sais, peut-être les questions, à ton point, Francis, quelles questions poser à la personne, où s'adresser. Donc, tout ça, c'est sur notre site web. Puis ce qu'on essaye de faire pour pas se rendre là, nous, c'est qu'on a essayé de faire beaucoup de diffusion au public dans des médias qui sont consultés par les personnes qui pourraient être victimes de maltraitance. Donc, on a fait, disons, Protégez-vous, le bel âge, où on relaye dans vos poches, comme aujourd'hui, où on relaye cette information. On fait œuvre utile, dans le fond. Oui, mais c'est extraordinaire parce que c'est un fléau, cette maltraitance-là. Absolument. Puis, c'est une génération qui est bien nantie, puis la finance, malheureusement, ça se complexifie, ça simplifie pas. Oui, puis j'ai l'impression, comme tu le dis, avec une génération qui est les boomers,
boomers, là, Ben pour ouais. pas les nommer, qui vieillissent, là, Qui forcément, vieillissent, ouais. qui ont souvent plus d'actifs que les jeunes Ouais. générations. Des jeunes, on les excuse d'aucune façon, mais tu sais, les jeunes vivent certains d'entre eux, en Ouais. tout cas, difficilement, là, de la misère à boucler. Ça peut être tentant, tu sais, fait que j'ai l'impression, puis je veux pas être prophète de malheur, mais qu'on risque de voir peut-être Ouais. plus de ces cas-là Ouais. au cours des 10 d'accord. prochaines années. Donc, Je suis effectivement, d'accord. déjà de sensibiliser tout le monde, les aînés, leurs familles, leurs proches. Puis pour ceux qui sont témoins de ça, évidemment, là, des outils comme tu me les as nommés. Je rappelle le numéro de téléphone là, pour ceux qui pourraient être tentés, 1-888-489-2287. L'as-tu bien noté? Oui, exact. C'est ça, parfait. C'est la ligne. Et c'est Info, confidentiel, gratuit, anonyme, tout puis on ça. va bien vous guider. Et puis sinon, mesdames et messieurs, vous le savez, vous pouvez toujours consulter un CPA près de chez vous. C'est un CPA, c'est Ils la ont clé. toutes les réponses. Ah, ou pas presque. toutes, mais si on ne l'a pas sur le champ, on va vous la trouver. Geneviève certainement. Motard, je rappelle que tu es présidente et chef de la direction de l'Ordre des CPA du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Toujours un à grand nouveau. plaisir. À bientôt. À bientôt. Et puis pour ceux et celles qui nous écoutent, c'était notre dernière de la saison 2026 Part 1, j'ai envie de dire. On va probablement se revoir à l'automne. Un petit quelque chose qui me dit que ce n'est pas fini pour nous. Mais si vous avez entre-temps de vastes questions existentielles sur votre portefeuille, sur l'avenir de vos dollars ou ceux de vos proches, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais être à... bon, je pense que c'est annoncé, mais en tout cas, je vais être à la barre de l'émission du midi cet été au 99.5. Vous pourrez appeler la ligne ouverte d'ailleurs du 99.5 si ça vous tente de jaser directement avec moi. Mais bref, entre-temps, vous pouvez nous écrire à mon courriel francis.gosselin@quebecarmedia.com ou sinon consulter les pages dans vos poches du Journal de Montréal, version papier, version électronique. Mes deux comparses de l'année, que je salue d'ailleurs, ont leur chronique hebdomadaire dans ces pages-là. Et puis, évidemment, vous avez aussi des informations pour vous rejoindre. Je salue aussi l'équipe de Cube en régie. Jeff, Phil, merci pour tout, du début à la fin. Ça a été immensément agréable. Si vous voulez les rejoindre pour leur dire quel excellent travail technique ils font, vous pouvez leur écrire à pub@cube.ca. Si vous voulez devenir partenaire de Dans vos poches, comme je dis, c'est la fin, mais ce n'est pas la fin. Vous pouvez aussi le faire en écrivant à pub@cube.ca. Fait que 2 raisons d'écrire à ces messieurs. Le balado, comme vous le savez, est disponible en vidéo et en audio sur l'application et le site cube.ca et sur toutes les autres plateformes, bonnes plateformes de balado. Si nous ne sommes pas là, c'est que ce n'est pas une bonne plateforme. Vous tenez-le pour dit. Et puis, on est aussi disponible sur YouTube pour ceux qui nous regardent. Je lis les commentaires, je réponds à l'occasion. On me le reproche même. Mais je suis là, mesdames et messieurs, donc n'hésitez pas. Lâchez-vous lousse, comme on dit. Et puis, Dans vos poches, c'est aussi diffusé à la télé le samedi et le dimanche sur la chaîne Cube. Je vous dis à très bientôt, à plus bientôt que d'habitude les bientôt, mais pour un prochain épisode. Merci à tous et à toutes.